De la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. À Sakar, dans le département de Sédiou, une pirogue qui transportait 9 pêcheurs a chaviré ce vendredi aux alentours de 16 h. Pour l'instant, 2 pêcheurs sont portés disparus. Ils sont activement recherchés par les populations. Colère des étudiants en langue russe et italienne. Cette année, ils ne participeront pas au concours de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Une décision du ministère de l'Éducation nationale, très mal accueillie par les étudiants. Vous entendrez leur réaction dans ce journal. En politique, le parti d'Ousmane Sonko vole en éclats à Ziguinchor, dans le sud du pays. De nombreux militants du PASTEF ont décidé de quitter leur formation pour rejoindre le parti au pouvoir. Ils dénoncent la gestion du secrétaire général du PASTEF qu'ils qualifient de familiale. Le Sénégal sur le point de co-organiser l'afro-basket masculin avec la Tunisie au mois de septembre prochain. Une décision prise au sortir d'une réunion entre le ministère des Sports du Sénégal et le président de la Fédération internationale de basketball section Afrique. Pour en parler, nous serons en ligne avec le chargé de communication du ministère des Sports. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Je vous le disais en titre, chavirement d'une pirogue à Sakar dans la région de Sédiou. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant Bakary Konté. Bakary Konté, bonsoir. Bonsoir Lengay. Bakary Konté, que s'est-il passé exactement ? Ils étaient au total 9 pêcheurs à bord d'une pirogue. Ils ont quitté leur domicile aux environs de 16 h et la pirogue a chaviré aux environs de 16 h. 2 personnes sont disparues depuis lors. Les populations ont organisé des recherches pour trouver les 2 pêcheurs, Diamanti Dramé, père de 2 enfants, et Ansoumana Gassama du village de Kambunda. Les sapeurs-pompiers sont aussi sur les lieux. Ils ont démarré les recherches depuis un certain temps. Il faut signaler que ces 9 pêcheurs n'avaient pas porté de gilet de sauvetage et n'avaient pas reçu aucune information de la météo, faute d'électricité dans toute la zone du Pakao. Rappelons que chaque année, pendant la saison des pluies, Sédiou enregistre des cas de naufrage et malgré les multiples campagnes de sensibilisation sur le port des gilets de sauvetage. À Sakar, c'est l'inquiétude totale. Les populations sont toujours à la rive, espérant trouver leur fils. Bakary Konté, vous confirmez donc que les conditions météorologiques ont fait en sorte que ont plutôt précipité le chavirement de cette pirogue ce vendredi? Bien sûr. Il faut signaler qu'il y a 5 communes qui sont dans le département de Sédiou qui n'ont pas d'électricité. Les zones où on trouve de l'électricité, souvent les pêcheurs suivent la météo pour avoir des informations. Mais sur la zone du Pakao, il y a toujours des marches, des manifestations. Et là, ils n'ont pas d'informations. Même si la météo donne des indications qu'il y aura danger, eux, ils ne sont pas informés. Ils sont tout le temps dans le fleuve et conséquences, ce sont des naufrages de pirogues et souvent des pertes de vie en humaine. Bakary Konté, les autorités étatiques ont-elles réagi suite au chavirement de cette pirogue ou bien sont-elles déjà sur place? Bien sûr, elles ont réagi, du moins. Elles ont réagi parce que les sapeurs-pompiers sont sur les lieux. Il y avait un retard, mais après avoir reçu l'information, nos sources nous informent que les sapeurs-pompiers sont sur les lieux. Ils ont organisé les recherches pour trouver les 2 jeunes, Diamanti Dramé et Ansoumana Gassama, qui sont portés disparus depuis 16 h. Merci à vous, Bakary Konté. Pour rappel, vous êtes notre correspondant dans la région de Sédiou, où donc une pirogue a chaviré. 9 personnes, 9 pêcheurs étaient à bord de celle-ci. 2 sont pour l'instant toujours portés disparus et activement recherchés par les pompiers et les populations. Parlons à présent du mécontentement des étudiants en langue russe et italienne. Cette année, ils ne participeront pas au concours de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Une décision prise par le ministère de l'Éducation nationale et vivement critiquée par les étudiants concernés, Fatou Bintou Konté et Ababakar Kamara. Colère chez les étudiants en langue russe et italienne. Cette année, le concours de la FASTEF leur est fermé. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé ainsi. Notre problème, c'est de dénoncer une injustice qui se passe à la FASTEF.
Cette année-ci, le concours aura bel et bien lieu. La FASTEF organise un concours d'entrée. Et il est bien écrit là-bas que les sections russes et italiennes ne seront pas du tout concernées par le concours. Ça, nous trouvons que c'est une injustice. C'est une discrimination de la part des autorités. D'ailleurs, reçu par l'assesseur de la FASTEF ce mardi, ce dernier leur a notifié cette décision de l'État. Nous nous sommes entretenus avec l'assesseur de la FASTEF. L'assesseur a dit qu'il n'a reçu aucune instruction lui demandant de former des étudiants en russe et en italien. Une décision qu'il juge injuste et compte se battre jusqu'à leur dernière énergie pour retrouver leur quota. Nous lançons un appel à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et au ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam, de nous rétablir le plus rapidement possible dans nos droits. D'ici à la semaine prochaine, si rien n'est fait, nous allons passer à une étape supérieure. C'est bloquer tout le système. Il y a le second semestre qui se fera d'ici à quelques semaines. Si nous n'obtiendrons pas nos quotas, nous allons arrêter tout le système. Ils sont plus de 1000 étudiants à étudier ces langues étrangères au Sénégal et la FASTEF actuellement demeure le seul issue pour intégrer le monde du travail. Les étudiants en Master 1 n'ont pas reçu de bourse depuis maintenant 10 mois. Une situation fortement dénoncée par ces derniers qui menacent de durcir le ton si rien n'est fait. Je vous propose d'écouter l'un des porte-parole de ces étudiants. Il s'appelle Malik Diédiou. Il est au micro de Fatou Bintou Conté. Vous savez, il n'est pas respectueux pour une personnalité comme le directeur de la direction des bourses de faire une sortie médiatique pour essayer de tempérer, pour essayer de dire à l'opinion que nous serons payés à la fin du mois-ci, à la fin de ce mois-ci. Nous sommes aujourd'hui le combien? Et jusqu'à présent, la situation de notre bourse reste intacte. L'étape prochaine est la suivante. Non seulement, à partir d'aujourd'hui, nous allons paralyser tout le système universitaire et nous allons appeler en renfort à nos camarades qui sont au sein des autres facultés et ils sont prêts à nous soutenir sur ce combat-là. On passe à la politique à présent avec cette conférence de presse de la coalition gagnante Ouattou Sénégal à la permanence du PDS. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Adia Talla. Et non, on me dit qu'il n'est pas encore en ligne. En tout cas, le PDS qui annonce le retour du président Abdoulaye Wade au Sénégal. Et dès qu'Adia Talla sera en ligne avec nous, il reviendra sur cette conférence de presse et nous en dira plus là-dessus. Passons au renvoi du délibéré du recours introduit à la Cour suprême pour la libération provisoire du maire de Dakar. Le conseiller politique de Khalifa Sall parle de procès politique. D'après Moussa Taye, les droits et les libertés de son client doivent être respectés afin que ce dernier puisse battre campagne à l'image des autres candidats aux élections législatives. Écoutons le conseiller politique de Khalifa Sall. Il est au micro d'Ibou Diouf et Ababakar Kamara. La décision ne surprend pas. Simplement parce que Khalifa Sall a été mis en prison pour des raisons politiques. C'est justement pour lui empêcher d'aller aux élections législatives qu'il a été mis en prison. Donc, nous savions, a priori, que la Cour n'aurait pas prendre une décision favorable à Khalifa Sall. Nous continuons d'exiger sa libération, surtout en tant que candidat électeur éligible, qui doit battre campagne comme tête de liste nationale. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour sa libération en termes de plan d'action? Mais bien sûr, nous continuons le combat au niveau national et au niveau international. Le combat sera continu. Et puis je vous lisais en titre, à Ziguinchor, la coordination communale du PASTEF vole en éclats. Dans le sud du pays, de nombreux militants du parti dirigé par Ousmane Sonko ont préféré partir pour rejoindre le parti au pouvoir, l'APR. Lors d'une conférence de presse, ils ont dénoncé la gestion de l'ex-inspecteur des impôts et domaines, une gestion qu'ils qualifient de familiale. Écoutons le coordonnateur du parti à Ziguinchor. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Les raisons qui nous ont poussé à quitter le PASTEF au sortir d'une réunion que nous avons convoqué les militants sous mandat du président du parti Ousmane Sonko, il était question d'élargir le bureau. Donc nous étions au nombre de 17. 4 parmi nous ont boudé la réunion parce qu'ils nous ont demandé d'aller à des renouvellements définitifs de ce bureau-là. Alors que nous n'en sommes pas à la période convenue pour un renouvellement. Mais malheureusement, ils ont voulu faire du forcing et parmi ceux-là qui ont quitté, il y avait la sœur du président. Et ces 4 parmi les 17 que nous étions le jour de cette réunion ont quitté pour partir. Et depuis lors, le président a mis l'accent sur ce groupe parce qu'il était sa sœur. Aujourd'hui, lui qui ne cesse partout de clamer haut et fort que quand on fait la politique, on ne fait pas de la politique pour sa famille. Mais on fait la politique pour au moins une raison qui consiste aujourd'hui à aller vers un intérêt collectif, un intérêt public. S'il le fait aujourd'hui,
Nous nous disons que vraiment il s'inscrit autrement par rapport à la philosophie qu'il avait déclinée dès le départ au niveau de ce parti-là. Adi Attala est en ligne avec nous. Adi Attala, bonsoir. Bonsoir Léa. Adi Attala, la coalition gagnante Ouattou Sénégal de l'opposition était en conférence de presse ce vendredi à la permanence du PDS. Adi Attala, les libéraux annoncent le retour imminent d'Abdoulaye Wade. Oui, effectivement, Léa. Abdoulaye Wade, tête de liste nationale de la coalition gagnante Ouattou Sénégal, rentre au Bercail ce lundi à 15h30 par vol privé. Une annonce faite par les membres de l'organisation qui était en conférence de presse, comme vous l'avez dit, au siège de Boko Gis. Nous sommes avec Mayoro Faye de la cellule de communication de la coalition gagnante. Monsieur Faye, vous confirmez l'information? Effectivement, Maître Abdoulaye Wade, tête de liste de notre coalition gagnante, Ouattou Sénégal sera à Dakar le lundi 10 juillet à partir de 15h30 au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il voyagera à bord de vol privé et nous avons jugé nécessaire d'appeler la presse pour partager ces informations importantes parce que cette semaine, nous avons entendu beaucoup de dates qui ont été avancées par les uns et les autres. Nous avons jugé nécessaire de vous donner les éléments officiels de l'arrivée de notre tête de liste, Maître Abdoulaye Wade, à la presse et c'est ce que nous avons fait cet après-midi. Mayoro Faye, vous craignez que ce retour que vous voulez triomphal soit torpillé? Sur quoi vous vous êtes basé pour avancer certains propos et mettre en garde les autorités? Vous savez, nous avons reçu des informations selon lesquelles des instructions auraient été données à responsables de l'aéroport qui s'occupent de toutes les questions liées à la sécurité, à l'attribution d'autorisation pour atterrissage à Dakar et tout. Et nous sommes rappelés également de la mésaventure et des situations très compliquées que le régime de Macky Sall avait créées lorsque Abdoulaye Wade venait à Dakar il y a de cela 2 ans, ce qui lui avait valu 3 jours de retard au Maroc. Nous ne voudrions pas que cette situation se reproduise et que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin pour que ces sabotages ne puissent pas se reproduire. Nous avons eu vent que des instructions ont été données pour retarder les réponses par rapport à toute demande d'autorisation et que par rapport à cette question de demande d'autorisation, nous sommes déjà en règle parce que nous avons pris toutes les dispositions et les procédures ont été respectées. Nous attendons maintenant que cette autorisation soit donnée pour que le vol privé de Maître Abdoulaye Wade puisse atterrir à Dakar le lundi prochain. Merci Mayoro Faye. Donc Léa, comme il l'a dit, et au cours de cette conférence de presse qui vient juste de se terminer, Mamadou Diop de Croix qui a présidé la rencontre et ses camarades se sont prononcés sur les législatives à enjeux importants et il déclare en outre que leur tête de liste, Maître Abdoulaye Wade, qui va lancer leur campagne. Merci à vous, Adi Attala. Merci également à vous, Monsieur Mayoro Faye, donc les libéraux qui annoncent le retour lundi prochain, soit lundi 10 juillet, d'Abdoulaye Wade par vol privé. Une annonce donc du Parti démocratique sénégalais. Et puis sachez que pendant ce temps, Moustapha Niasse est en conférence de presse au siège de l'AFP. Une conférence de presse, bien sûr, sur laquelle nous reviendrons le plus vite possible dès que nous aurons suffisamment d'informations à vous communiquer. L'actualité de ces derniers jours est marquée par ces coupures d'eau dans de nombreux quartiers de la capitale sénégalaise. C'est le cas aux HLM Grand Yoff où s'est rendue la rédaction. Sur place, malgré les promesses du ministère de l'Hydraulique, les populations continuent de s'adapter difficilement à la situation et ce, malgré cette période de forte chaleur. C'est un reportage signé Aïssatou Paye et Younous Diata. 7 h du matin, 14 h de l'après-midi. 7 tours d'horloge pour remplir une bassine d'eau à ras-bord. Un calvaire, les habitants de Grand Yoff appellent au secours. Pour avoir de l'eau, il faut se lever très tôt le matin, vers 4 h. Le peu d'eau que nous avons est de couleur rougeâtre. C'est à déplorer vraiment. Même nos enfants se plaignent souvent de maux de ventre. Nous sommes très fatigués. Regardez le robinet. Il ne coule plus à flot depuis longtemps. Nous avons entendu le ministre de l'Hydraulique dire que la population dakaroise s'est agrandie. C'est ce qui explique d'ailleurs la rareté du liquide précieux. Je trouve que ce n'est pas une raison. Les autorités doivent prendre les devants parce que vraiment, la situation est alarmante. Dans cet immeuble de 4 étages, les compteurs à l'arrêt, pas une seule goutte d'eau. Nous ne savons plus où donner de la tête. Nous supplions les autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Moi qui vous parle, je vends des jus, je prépare aussi le petit déjeuner pour certains ouvriers. Et là, j'avoue que mes activités sont au ralenti à cause de ce manque d'eau.
Nous sommes obligés de chercher de l'eau à la pompe, à la foire et c'est contraignant. Nous donnons 2000 francs aux charretiers et même à ce prix, ils ne nous aident pas à faire monter les bidons. Nous avons des courbatures et nous sommes éreintés. Dans ce quartier, l'eau n'est ni inodore ni incolore. Nous avons un peu d'eau, mais elle n'est pas de bonne qualité. Et le rouge, ce qui n'est pas normal. Les autorités doivent vraiment nous aider. À 3 heures du matin déjà, nous sommes debout et ce jusqu'à 6 heures. Les enfants sont en vacances certes, mais ils sont au Dara, donc ils ne peuvent pas nous aider. Chez les bonnes dames de Grand Yoff, maux de dos, maux de rein, courbatures, plaintes et complaintes. Une nouvelle qui devrait faire gagner du temps aux populations. Ce vendredi, l'Agence de l'informatique de l'État a lancé la dématérialisation de 2 procédures des services de l'urbanisme. Pour plus de détails sur l'amélioration de ce service, écoutons le directeur général de l'ADIE. Ces propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté. Une nouvelle plateforme que nous avons développée pour non seulement généraliser la dématérialisation des procédures administratives et dans ce cadre-là, en profiter pour lancer 2 procédures que nous avons dématérialisées. Il s'agit du certificat de conformité et du certificat d'urbanisme. C'est véritablement pour nous une occasion pour non seulement lancer cette plateforme, et cela dans l'intérêt véritablement du Sénégalais, qui va plus se déplacer pour venir avoir un acte dans l'administration, mais qui va le faire ici dans le territoire national, même à l'étranger, parce qu'à partir d'une connexion Internet, on peut faire sa demande et avoir la réponse de l'administration dans un délai beaucoup plus court qu'auparavant, mais également des dépenses qui sont moindres parce que des déplacements ne sont pas effectués. Dans un court et moyen terme, avoir un portail fédérateur de tous les téléservices de l'État du Sénégal, que ce soit les téléservices que nous développons nous-mêmes, mais aussi qui sont développés par les autres administrations. À partir de là, le Sénégalais pourra aller dans ce portail, avoir un identifiant unique et avoir accès à tous les téléservices qui sont délivrés dans l'administration. À présent, en direction la commune de Cascas, c'est dans la région de Saint-Louis. Pour la défense des intérêts de l'île à Morphil, les populations de 11 villages ont décidé de se regrouper au sein d'un mouvement. Parmi leurs revendications, l'ouverture de l'hôpital construit depuis 2001 pour un montant global de plus d'1 milliard de francs CFA. Les populations dénoncent également le chômage et l'enclavement de leur localité. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. À Cascas, 11 villages issus de la commune ont mis en place un mouvement dénommé le Mouvement pour l'émergence et la défense des intérêts de l'île à Morphil. Ces populations ont fait face à la presse pour lister les difficultés auxquelles elles font face présentement, notamment le retard pour l'ouverture de l'hôpital de la commune, construit depuis 2001 pour un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA. Déclaration des travaux de l'hôpital dans ce Pimala, mais ça tarde. Parce que tous les hôpitaux avec qui l'hôpital de Cascas a démarré ont déjà commencé leur fonctionnement. Mais l'hôpital de Cascas reste dans les oubliettes. Maintenant, c'est les chauves-souris qui dorment. L'autre problème aussi général de l'île à Morphil, c'est surtout le financement des femmes. On sent que les femmes sont nettement oubliées. À Dakar, on entend des financements de 600 millions des groupements féminins. Mais ici, par exemple, on ne sent pas cet engagement de l'État. Les gens doivent être soignés. Il faut que l'État soutienne les populations de Cascas en ouvrant l'hôpital. On est derrière le président. Mais... Pour les habitants de l'île à Morphil, la localité souffre depuis plusieurs années. Aux yeux du monde, l'île à Morphil souffre en douceur. Parce que les gens aussi, il faut qu'ils sachent que tout n'est pas rose. Parce que parfois on dit que maintenant vous avez le tali, vous avez l'électrification. Même l'électrification, ça reste toujours. Cascas est aussi confronté à un problème de désenclavement. La seule activité des jeunes est l'enseignement et l'activité génératrice de revenus pour les femmes. Ici, le taux de chômage a atteint plus de 110%. Donc nous avons un taux de chômage qui atteint les 110%. Parce que tout ça est dû à la non-promotion de nos cadres. À Cascas, le mouvement mis en place par les jeunes compte défendre les intérêts des populations. Les initiateurs sont de la mouvance présidentielle.
Toutefois, ils ont décidé de sonner l'alerte à chaque fois que l'intérêt des habitants de l'île à Morphil est menacé. Manifestation des populations de Bissassou, une localité située à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. En colère, elles réclament l'accès à l'électricité et la construction de la route Tanaf Bissassou, Guinée-Bissau. Dans la région de Sédhiou, de nombreux producteurs évacuent difficilement leurs marchandises. Ils demandent donc le désenclavement de certaines localités. C'est un reportage de nos correspondants dans la région, Bakary Conté et Salah Samb. Les populations de Bissassou Santo, Bissassou Douma réclament de l'électricité et la construction de la route Tanaf Bissassou Djidadi en Guinée-Bissau et celle de Mankolekunda Djamay, toujours en Guinée-Bissau. Si vous voyez bien, là où nous sommes, même l'exemple est là. Les manques, vous voyez un peu partout, ça peut témoigner cela. Donc, on a des potentialités économiques, les noix d'acajou, des mangues, des oranges, de là jusqu'en Guinée-Bissau. Mais le problème en est que, une fois que tu as ces productions, comment faire pour les acheminer vers les lieux où nous allons gagner de l'argent? Il y a ces problèmes-là. Et imaginez si la population, les problèmes économiques ne sont pas réglés, on n'aura même pas quoi manger. Il y a un problème d'électricité, on n'a que des panneaux solaires. Et ces panneaux solaires, vous payez combien? Ces panneaux solaires, on paye à chaque fin du mois au minimum 5 000 francs. Et le problème en est que tu as le courant. À partir de 19h à 21h, le courant est réparti. La coopération allemande ENDA et Caritas ont fait des ouvrages, des réalisations mal faites selon les populations. Cet ouvrage-là fait partie de ce tronçon. Alors, depuis lors, il n'y a pas de suite. La finition a tardé. Les premières pluies, il y a déjà une partie de la route qui a commencé à couper. Bon, ce qui veut dire que nous allons nous retrouver dans le même scénario. Oui, il y a des ouvrages qui sont là, qui sont réalisés par ENDA, mais moi je ne peux pas dire même que c'est réalisé. Ils ont même entamé les travaux, mais les travaux ne sont pas arrivés à terme. En plus, ce qu'ils ont eu à faire, ce n'est pas du tout bon. Regardez l'état de la route là. Même la charrette ne peut pas marcher. Après Bissassou, les autres villages situés sur tout le long de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne ont promis de descendre dans les rues pour la construction de cette route et l'électrification de tous les villages. En France, à Paris, déguerpissement ce vendredi de plus de 2000 migrants porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement. Ils ont été évacués par les forces de l'ordre suite à un décret du préfet de la police de la ville de Paris. Parmi ces migrants, plusieurs Sénégalais, dont Amadou, un jeune homme originaire de la Casamance. Notre correspondant en France, Ibrahima Kamara, l'a rencontré. Je vous propose de suivre son reportage. 6 h du matin, Paris, porte de la Chapelle. Plus de 350 policiers mobilisés pour déguerpir 2000 migrants. Ils sont syriens, irakiens, afghans, libyens, soudanais et même gambiens, maliens ou sénégalais. Le secrétaire général de la préfecture de police de Paris nous fait le briefing de cette opération. L'idée à travers cette mise à l'abri, c'est d'une part effectivement de faire sortir de la rue pour des conditions qui viennent d'être rappelées par la préfecture de police, mais c'est aussi de faire un accueil dans de bonnes conditions, un accueil à la fois, je dirais, en termes de restauration, d'hébergement bien sûr. Le préfet de police Michel Delpech a pris un arrêté qui va permettre de mettre à l'abri ces hommes, puisqu'il s'agit majoritairement d'hommes, mais aussi les femmes et les enfants qui sont présents sur le site du quartier de la Chapelle depuis plusieurs semaines. Amadou est un jeune Sénégalais qui fait partie de ces migrants. Comme beaucoup de ses pères, il a fui la misère. Sénégalais, je suis sénégalais, je viens de Casamance. J'ai passé par la Libye, j'ai vécu là-bas, j'ai vécu Libye 4 mois comme ça. Oui. À présent, Amadou veut retourner au Sénégal. Il fait appel aux autorités du pays. Oui, vraiment. Ce que je veux, je suis sénégalais, mais je voudrais retourner au pays. Parce que je suis tellement souffert ici. Depuis que je suis entré en Europe, c'est tellement de la souffert, tellement. Non, je voudrais rentrer, j'ai tellement souffert ici, mais je ne peux pas rentrer dans les mains vides. C'est ce que je voudrais, si on m'aide. 2000 migrants seront évacués dans des bus. Ils vont être répartis dans plusieurs centres d'accueil en Île-de-France. Reste à savoir si le phénomène sera résolu, car plus de 400 migrants arrivent toutes les semaines à Paris. Bienvenue à tous dans la page des sports que nous ouvrons avec l'Afrobasket de 2017. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le chargé de communication du ministère des Sports, Monsieur Mbaye Jacques Diop. Monsieur Diop, bonsoir.
Bonsoir Madame Diaye. Merci d'être avec nous. Monsieur Diop, le ministre des Sports était en réunion ce vendredi avec le président de la Fédération internationale de basketball section Afrique. Alors le Sénégal sera-t-il co-organisateur de la compétition en septembre prochain? Bon, enfin, on ne peut pas quand même être affirmatif de façon péremptoire. Ce que nous pouvons quand même dire d'emblée, c'est que le ministre des Sports, M. Matarba, a reçu aujourd'hui les dirigeants de la FIBA Afrique, à savoir M. Amagnan, qui était accompagné du directeur des compétitions, Justin, de la présidente de la zone de Mme Rokhaya Pouy, et ainsi du président de la fédération et Mathieu Ancien International. Donc, au cours de la rencontre qui a quand même débouché sur une bonne note, parce que le ministre a été très rassuré des propos qui ont été tenus par le président de la FIBA Afrique. Donc, sur la base de ces arguments, le président, autant pour moi, le ministre des Sports pourra au moins donner des arguments irréfutables au Premier ministre pour une éventuelle, en tout cas, accord définitif pour l'organisation de l'Afro-Basket. C'est donc, M. Diop, le Premier ministre qui aura le dernier mot. Absolument, parce que vous savez, effectivement, c'est vrai que le dossier a été quand même déposé sur la table du ministre, notamment les cahiers de charges et la proposition. Donc forcément, vous savez qu'il y a un décret qui autorise maintenant au Premier ministre de donner en tout cas un mandat ou bien de donner un accord définitif pour l'organisation de toutes les compétitions internationales qui devraient se tenir sur le territoire sénégalais. Et quand est-ce qu'on aura la réponse alors ? Écoutez, vous savez, moi, je ne peux pas quand même l'affirmer parce que nous aussi, nous sommes des techniciens du ministère des Sports. Le ministre va certainement rencontrer le Premier ministre et éventuellement, peut-être d'ici la semaine prochaine ou plus tard, le ministre, en tout cas, fera une déclaration pour dire la faisabilité, oui ou non, de cet Afro-Basket. Mais quand même, aujourd'hui, nous sommes sortis de cette réunion sur une bonne note parce que les dirigeants de la FIBA nous ont donné des assurances fermes parce que la principale inquiétude, c'était peut-être le parquet, à savoir, par exemple, le toit qui souvent soigne de eau durant l'hivernage, c'est peut-être une partie de la réflexion du parquet qui sera faite. Donc, et je pense qu'au niveau du ministère des Sports, toutes les dispositions ont été prises par rapport aux assurances qui ont été données par la FIBA Afrique, parce que le Sénégal, il faudrait aussi comprendre que le Sénégal n'a pas été demandeur pour cette organisation. Donc, c'est la FIBA Afrique qui a jugé nécessaire que le Sénégal est un grand pays de basket. Et quand on fait, par exemple, aujourd'hui, le cumul des différentes, en tout cas, Coupe d'Afrique des Nations, garçons et filles que le Sénégal a gagné, je pense que le Sénégal présentait le meilleur profil, surtout en termes de palmarès, mais aussi en termes de diplomatie, au regard, en tout cas, de ce que le Sénégal représente sur le plan africain. Merci beaucoup, M. Mbaye Jacques Diop. On attend donc la réponse définitive du Premier ministre. Parlons à présent des difficultés qui secouent actuellement la Ligue de Dakar de football. Les travaux de l'Assemblée générale ont été bloqués à plusieurs reprises. 3 candidats ne sont pas d'accord sur les textes. Plus de détails avec Pape Faraning et Younous Diatta. Un poste, 3 candidats. La présidence de la Ligue de Dakar existe-t-elle des appétits? Je vous repose la question parce que peut-être qu'il n'y avait pas cet engouement-là. Mais je me suis rendu compte que depuis que je suis devenu président, il y a eu cet engouement-là. Donc je peux me dire que j'ai bien travaillé. Ça semble bizarre parce que moi je suis là depuis 2000. J'ai assisté à plus de 4 présidents. J'étais là au mois de Momar Ndiaye. Après moi, il y avait le président Khayar, il y avait le président Ousmane Dieng et il y avait le président Djibi Wade. Donc depuis 2000, moi je suis avec le président. On n'a jamais fait des élections. Le poste de président de la Ligue de Dakar aussi, en tout cas, si le collège des autres présidents de Ligue l'accepte, bon, vous accédez directement au comité exécutif de la fédération. Mais ce n'est pas ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui explique donc ces blocages? Ce qui s'est passé avant-hier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu des problèmes au niveau du mouvement naissant, tout le monde le sait. Les 2 camps s'étaient présentés. Le président a dit qu'il préfère que le mouvement naissant sorte pour qu'on puisse démarrer en tenant compte d'une solution à partir. On avait décidé qu'on allait procéder par collège. Donc les collèges de la Ligue 1 devaient donner leurs représentants. Comme nous avons 12 membres élus, on l'avait réparti entre les collèges. La Ligue 1 devait avoir 2 membres, la Ligue 2, 2 membres, le championnat national 1, 2 membres, ça fait 6 membres, et les 6 autres devaient être réservés aux
au championnat national 2 et aux clubs régionaux. Comme la concertation a été biaisée au départ, donc cela n'a pas pu aboutir puisqu'une motion a été introduite en vue de remettre en cause toutes ces concertations-là. Beaucoup de divergences notées aussi sur l'application des textes pour élire le président. Bon, il faut reprendre tout ça parce qu'aujourd'hui, quand on commence un processus et qu'on ne le termine pas, je crois qu'il faut tout reprendre. Était entraîné comme ça ne souffrait pas d'aucune contestation, donc il n'y avait même plus question qu'on revienne là-dessus. Oui, pour moi, à défaut de trouver un consensus, il faut quand même que les acteurs reprennent les travaux. Pour l'intérêt du foot sénégalais, ces candidats appellent à un large consensus. Tous les acteurs, à leur sens élevé de bien servir le sport, de taire les divergences et puis d'essayer de se retrouver avant l'Assemblée générale en vue de trouver un consensus qui sera largement partagé par les acteurs. En attendant de trouver un consensus, une troisième Assemblée générale est convoquée ce lundi afin d'élire un nouveau président de la Ligue de Dakar. Encore à Dakar, alors que son nouveau club, le FC Metz, a repris les entraînements, le joueur Ibrahima Niane annonce qu'il rejoindra bientôt ses coéquipiers en France. Au micro de la rédaction, il a également fait part de son ambition de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. On l'écoute au micro de Charles Sadibou Diarra. Je suis prêt, moi. J'attends peut-être un peu le visa et tout ça. Après, on va passer pour préparer les hivernales et tout ça. Les ambitions, c'est de faire comme ce qu'on a fait ici, bien bosser et faire le maximum. Oui, essayer d'être les plus performants là-bas. On va tout faire pour marquer beaucoup de buts. Ah, bien sûr, on va faire plus même que Ismaël Sarr. Quand on joue aussi, on va être convoqué à l'équipe nationale aussi. Dans ce cas, on va travailler et attendre le coach. S'il nous appelle, on vient. S'il ne nous appelle pas aussi, on va continuer à travailler jusqu'à ce qu'il nous appelle. Parti représenter le Sénégal dans un tournoi international de football en France, le FC Paradis des enfants de Guédiawaye est de retour au pays avec le trophée du challenge de précision. Classé finalement 15e sur 124 équipes, l'équipe de football de la banlieue dakaroise tire un bilan positif de son voyage, même si l'encadreur fustige le manque de soutien des autorités locales. C'est un reportage signé Chersia Adibou Diarra, Ibou Diouf et Dembandao. La joie a régné dans le rang de l'école de football FC Paradis des enfants de Guédiawaye à l'issue de leur participation au tournoi international U15 de FC Bar en France. La satisfaction d'avoir bien représenté le Sénégal en se classant 15e sur 24 équipes. 6 victoires. Nous avons obtenu 6 victoires, suivi 3 défaites et fait 2 matchs nuls. Pour le challenge de précision, nous l'avons remporté. Le fait de s'entraîner sur du sable nous a un peu handicapés dans la compétition qui s'est déroulée sur du gazon. Se mesurer aux Européens constitue une expérience utile aux pensionnaires pour le développement de leur talent. Avant de partir, nous pensions remporter facilement le tournoi. Mais la réalité a été tout autre face à des joueurs bien en jambes. Nous avons appris là-bas que le foot n'est pas fait que de technique et de tactique. Il y a aussi la puissance physique. Les Européens sont costauds, contrairement à ce que nous pensions. Pour leur expédition en France, seuls 12 joueurs ont fait le déplacement. La faute au manque de moyens. D'où le coup de gueule de cet encadreur. Mais c'est décevant, nous avons 16 visas. C'était désolant d'amener que 12 joueurs en France, alors que nous avions 16 visas. Le résultat du manque d'appui des collectivités locales de Guédiawaye. Il faut que cela cesse. Notre travail qui consiste à former les grands hommes du futur. Seulement, des footballeurs aussi méritent un soutien des autorités. École de football au nom évocateur de Paradis, des enfants. Elle a l'ambition de former et de donner du rêve aux jeunes issus de la banlieue de Dakar. Au-delà du football, c'est aussi une mission sociale qui ne demande que du soutien pour son accomplissement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end et vous donne rendez-vous demain pour le journal de 20h.